Bonjour à tous, Clélia Kouzak, je suis oncologue digestif au centre Léon Bérard à Lyon. On m'a demandé de vous présenter qu'est-ce que l'immunothérapie, les mécanismes d'action, l'efficacité, donc plutôt les indications thérapeutiques et les toxicités. Donc cette présentation, elle va être essentiellement basée sur les inhibiteurs de checkpoint. C'est surtout ceux-là en ce moment depuis une dizaine d'années qui sont très, très innovants et qui ont changé un peu les pratiques en oncologie dans n'importe quel type de cancer. Et donc, je vais vous présenter leur mode d'action, en effet, leur efficacité, leur toxicité. Et ce sont des slides qui ont été réalisés par l'équipe du groupe éducation patient au sein de la FITC. Donc, tout d'abord, pour savoir ce que c'est l'immunothérapie, il faut quelques bases. Et donc, la première base, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. Et donc, le système immunitaire, il a pour rôle de défendre notre corps contre des agressions étrangères qui peuvent être de plusieurs origines. Elles peuvent être d'origine physique, mais elles peuvent être d'origine infectieuse, en particulier les bactéries, les infections virales, mais également parasitaires. Et ça peut également être lié à des agressions, liées à des cellules anormales comme les cellules cancéreuses. Et donc, ce système immunitaire, il va nous défendre contre ces agressions avec 4 niveaux de défense. Le premier niveau de défense que vous pouvez voir sur la petite frise avec le temps, donc on a une agression, qu'elle soit physique ou chimique ou infectieuse. Puis la première barrière de l'immunité, finalement, c'est la barrière cutanée ou muqueuse. Donc, ça peut être muqueuse génitale, mais également buccale. Et puis la peau, qui est la première barrière physique contre ces agressions. Puis vient l'immunité qui est dite constitutive. C'est une barrière de défense qui est immédiate, mais qui ne crée pas d'inflammation à proprement parler. Et la troisième barrière, c'est l'inflammation qui se met en route, c'est-à-dire que les cellules de l'immunité innée, donc qui est dite sur le côté, l'immunité dite innée, eh bien, elles vont répondre à cette agression en s'activant et en créant de l'inflammation. L'inflammation, c'est globalement quand on voit un patient qui a une inflammation, souvent on a une rougeur, une douleur et une chaleur. Et ça, c'est la réponse inflammatoire. C'est la première barrière de défense donc, qui regroupe l'immunité dite innée. Et cette immunité dite innée, on va le voir plus tard, eh bien, elle va éduquer un autre système immunitaire qui est à côté et qui s'appelle l'immunité adaptative et qui va permettre d'avoir une réponse dans la durée, sur des années, avec une réponse qui est dite mémoire. Donc, quelles sont les cellules qui sont impliquées dans cette immunité et dans ce système immunitaire? Eh bien, là, vous pouvez voir des toons qui ont été montrés, qui sont montrés et qui représentent les cellules, les globules blancs qui font partie de l'immunité innée. Donc, vous avez en petit marron le monocyte, puis vous avez le macrophage, les cellules NK qui sont dites natural killer, et puis on a les polynucléaires que vous pouvez voir dans vos prises de sang, par exemple, avec la grande majorité, c'est les polynucléaires neutrophiles, puis les basophiles et les éosinophiles qui sont moins importants, et puis d'autres types de cellules qui sont appelées les cellules dendritiques et qui sont un peu comme des pieuvres qui vont attraper les agressions. Et donc, ces cellules de l'immunité innée, elles vont reconnaître l'agression et elles vont l'éliminer rapidement. Et ça, de manière totalement aspécifique. Donc, n'importe quelle agression, elle va être reconnue par ces cellules, ces globules blancs. Et ces cellules, elles vont interagir avec le système immunitaire adaptatif, qui sont représentés là par des soldats, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et donc, ils vont éduquer ces lymphocytes T et ces lymphocytes B à reconnaître, mais de cette fois-ci de manière spécifique, l'agresseur et maintenir une réponse dans le temps, mémoire. Donc, on a ces deux systèmes qui sont vraiment, qui travaillent ensemble, qui interagissent ensemble et qui permettent d'avoir une élimination de toutes les agressions que l'on peut recevoir
que ce soit infectieux, comme on a dit, ou d'autres agressions physiques. Alors, comment le système immunitaire y réagit face aux cellules cancéreuses? Eh bien, en effet, on a 3 acteurs principaux. Donc, au sein du système immunitaire, on a les profs, qui sont les cellules de l'immunité innée, dont on a discuté tout à l'heure, et puis les élèves, qui sont les cellules de l'immunité adaptative. Et les deux vont faire un combat contre la cellule cancéreuse. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, les profs, donc les cellules de l'immunité innée, elles vont reconnaître la cellule tumorale qui va montrer des signaux de danger. Et donc, elles vont les considérer comme des agressions. Elles vont essayer de l'éliminer, la cellule tumorale. Mais surtout, en parallèle, elles vont éduquer les élèves pour leur apprendre à reconnaître l'agresseur de manière spécifique. Et donc, elles vont pouvoir à ce moment-là reconnaître la cellule tumorale, le signal de danger, et elles vont la tuer, la cellule tumorale. Et donc ça s'appelle l'élimination. On élimine la cellule tumorale. Et comment ça se passe quand un cancer, finalement, il évolue? Eh bien, au sein de la tumeur, il y a ce qu'on appelle un micro-environnement tumoral qui évolue au cours du temps. Et la cellule tumorale, elle va, par des processus de sélection de clones, de sélection de cellules tumorales qui sont résistantes, eh bien, elles vont créer un environnement qui va faire que les élèves, donc les cellules de l'immunité adaptative, elles ne vont plus voir la cellule tumorale comme une agression ou comme un danger et elles ne vont plus l'éliminer. Et ça, c'est la faute à quoi? Eh bien, c'est la faute à ce qu'on appelle les checkpoints immunitaires, donc qui sont des molécules qui vont s'exprimer sur les cellules, sur les lymphocytes T, sur les lymphocytes B, sur les cellules tumorales, et qui vont inhiber l'ensemble du système. Et cette inhibition de la réaction immunitaire contre la cellule tumorale, eh bien, on n'aura plus de destruction de cette cellule tumorale et donc la tumeur va proliférer et c'est ce qu'on appelle l'échappement tumoral. Donc, quel est le mécanisme d'action des immune checkpoints, des inhibiteurs d'immune checkpoint? Finalement, on va inhiber ce qui inhibe, c'est-à-dire que finalement, on va réactiver le système immunitaire, les cellules immunitaires adaptatives spécifiques de la tumeur. Et donc, on va réactiver la destruction des cellules tumorales par ces cellules immunitaires. Donc ça crée un effet antitumoral. Donc ça, c'est le mécanisme d'action des inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Et donc, plusieurs médicaments depuis une dizaine d'années, comme disait Dr Aurélien Marabel, plusieurs médicaments ont montré leur efficacité dans certains types de cancers, à certains stades de cancer, plus ou moins associés à certains autres traitements, soit en monothérapie, soit que de l'immunothérapie, soit de l'immunothérapie avec de la chimiothérapie, avec des séquences différentes, mais en tout cas, certaines de ces immunothérapies, elles ont montré une efficacité et les molécules actuellement qui sont disponibles, donc vous avez des bloqueurs de CTLA4, donc en particulier l'ipilimumab, des bloqueurs d'un immune checkpoint qui s'appelle le PD1, donc les molécules qui sont utilisées, c'est le nivolumab et le pembrolizumab, et le cemiplimab qui est malheureusement pas encore remboursé en France, et des bloqueurs de PDL1 sur la tumeur, donc sur les cellules tumorales. Et ça, c'est l'atezolizumab, l'avelumab et le durvalumab. Et donc, toutes ces molécules, ce qu'elles ont pour effet, c'est qu'elles vont réactiver les cellules immunitaires spécifiques contre la tumeur. Et je vous invite à regarder sur le site web de la FITC où vous pouvez retrouver dans thérapeutique, indications thérapeutiques, et vous pouvez retrouver la liste avec, vous voyez les petites vignettes, moelle osseuse, ORL, peau, poumon, rein, système lymphatique et voie urinaire. Eh bien, vous pouvez retrouver les indications de ces molécules d'immune checkpoint inhibiteurs qui sont remboursées actuellement en France. Donc, je vous invite à aller sur notre site pour regarder les indications thérapeutiques et voir dans quelles indications on peut bénéficier de ces immunothérapies en France et là où, en effet, elles ont montré leur efficacité contre des traitements standards.
Je vais passer aux effets secondaires de ces immune checkpoints qui sont un peu particuliers puisqu'ils ne ressemblent pas du tout aux effets secondaires de la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle va agir sur les cellules qui se multiplient vite de manière aspécifique. Là, on n'est pas du tout dans le même schéma puisqu'on est dans un système où on va réactiver notre propre système immunitaire contre la tumeur. Et en effet, autant la réponse anti-inflammatoire, la réponse antitumorale va être spécifique de la cellule tumorale, autant quand on va bloquer les molécules de checkpoint, donc les molécules de point de contrôle, eh bien ça va être un peu aspécifique parce que dans notre corps, eh bien le système immunitaire, il nous défend contre les agressions, mais il va tolérer nos propres organes et notre propre corps. Donc, finalement, on peut être emmené à réactiver notre système immunitaire contre nos propres organes, comme vous pouvez le voir en réactivant des lymphocytes contre la thyroïde, contre le foie, contre des cellules musculaires, contre des cellules pulmonaires. Globalement, les effets secondaires des immune checkpoints, il y en a beaucoup qui ont été décrits. Sur cette figure, vous avez potentiellement les plus fréquentes ou alors des toxicités qui sont globalement rares mais qui peuvent être graves. Donc, elles peuvent atteindre en particulier, si on va de gauche et qu'on fait un petit tour du patient, on peut avoir une atteinte des glandes endocriniennes, donc en particulier la thyroïde, mais également l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande qui est un chef d'orchestre des autres glandes endocriniennes du corps. Ça peut atteindre le pancréas avec le développement de diabète. Ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. On peut avoir une réactivation des lymphocytes qui vont attaquer un petit peu le foie. Donc, on peut avoir des perturbations sur le bilan hépatique qui peuvent se voir. On peut avoir des inflammations des articulations avec des raideurs articulaires. On peut avoir des inflammations également des vaisseaux. On peut avoir, alors là, c'est la toxicité la plus fréquente, c'est une toxicité cutanée. Où on peut avoir des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons. On peut également avoir une dépigmentation de la peau. Pour ceux qui connaissent des gens qui ont le vitiligo, on peut avoir du vitiligo. On peut avoir également, dans les toxicités globalement assez fréquentes, c'est les inflammations du côlon qui peuvent donner la diarrhée ou des douleurs abdominales. Des toxicités également qui peuvent être modérément fréquentes, c'est les inflammations des poumons qui donnent des pneumopathies, ce qu'on dit interstitielles. Et puis des toxicités qui sont très rares, mais qu'il faut prendre en charge de manière très urgente, c'est des atteintes du muscle du cœur qui s'appellent une myocardite. Donc, en oncologie, ça fait du coup une dizaine d'années qu'on a ces effets secondaires qui sont maintenant bien connus, qui commencent à être bien connus et qui commencent à être bien pris en charge. Et en effet, nous-mêmes, on a été éduqués par des spécialistes d'organes qui connaissaient ces effets, ces inflammations des différents organes et qui nous ont éduqués pour savoir comment les prendre en charge, puisque les oncologues, on va dire, d'il y a plus de 10 ans, on faisait plutôt de la chimiothérapie. On avait bien l'habitude de s'occuper des effets secondaires des chimiothérapies, mais peu d'inflammation de différents organes. Et donc, on a été éduqués par nos collègues spécialistes d'organes. Et en effet, pour savoir quand est-ce que c'est grave ou quand est-ce que c'est moins grave, eh bien, quand on voit un patient qui va avoir de l'immunothérapie, on va lui poser un certain nombre de questions pour savoir si le patient n'a pas du tout d'effets secondaires, c'est un grade 0, ou s'il a des toxicités qui peuvent être sévères. Et c'est à partir du grade 3-4 où là, on a des toxicités sévères qu'il faut prendre en charge. Donc, le but, finalement, ça va être que les patients soient éduqués pour justement dépister précocement les toxicités à un petit grade, un grade 1 voire 2, pour qu'on les prenne en charge précocement et du coup qu'elles ne deviennent pas sévères. Et donc globalement, les prises en charge de ces toxicités, évidemment, il y a des traitements symptomatiques, des traitements standards. Quand on a la diarrhée, on peut mettre des ralentisseurs de transit et on va
on ne va pas forcément prendre des fruits et des légumes à ce moment-là. Quand on a des toxicités cutanées, on peut mettre de la crème. Enfin, il y a plein de traitements symptomatiques qui sont mis en place. Mais quand on arrive à des grades 2 ou 3, mais souvent on passe par un grade 2, eh bien, on va pouvoir essayer de diminuer l'inflammation dans le corps. Et là, on utilise ce qu'on appelle des corticoïdes. Donc, c'est des anti-inflammatoires qui sont stéroïdiens et qui permettent de diminuer l'inflammation et d'inhiber un peu notre système immunitaire qui s'est un petit peu trop activé. On peut également être emmené dans pour certaines toxicités à suspendre l'immunothérapie, soit de manière permanente, soit de manière temporaire. Alors, la FITC, le groupe éducation patient a fait, et je vous invite également à aller sur le site internet, dans l'onglet patient, vous pouvez retrouver à la fois une fiche à donner à votre médecin généraliste sur le fait que vous êtes sous immunothérapie et que vous pouvez avoir des toxicités qui ne sont pas forcément très bien connues par les médecins généralistes pour qu'on fasse vraiment le lien entre l'hôpital et la maison. Et puis, vous aussi, vous pouvez télécharger une petite fiche comme quoi vous êtes traité par immunothérapie. Qu'est-ce que je peux avoir comme maladie inflammatoire, comme toxicité inflammatoire, et donc savoir à qui vous adresser dans ce cas-là. Donc ça, c'est une petite carte que vous pouvez porter sur vous. Donc, je voulais remercier évidemment le groupe de travail éducation patient qui est à l'origine de toutes ces slides, de toute cette présentation des petits toons et donc qui a bien travaillé et qui va bientôt être sur le site internet que vous pourrez récupérer. Donc, le professeur Brigitte Dresneau est la présidente de ce groupe de travail. Je remercie également Nathalie Chaput, Aude Desnoyers, Stéphane Champia, Caroline Montfort, Amir Kamari et le groupe de travail Patient Advocacy qui a organisé ces workshops, le docteur Carlos Gomez-Roca, docteur Cédric Roussy qui va parler juste après moi, le docteur Armel Vinceneux et évidemment le docteur Aurélien Marabel qui est le président de la FITC, les membres du bureau, docteur Imen Boulel qui a organisé tout ça avec l'aide de Sabrine Dominicain. Merci bien.